la version longue. Cette semaine, je reçois Dr Priscilla Garot de Ambioterra, un organisme situé à Saint-Chrysostome qui travaille en environnement. Elle, c'est la directrice générale, une des cofondatrices, doctorat en sciences de l'environnement. Donc, on a vraiment parlé de biodiversité. On a parlé du coin de long en large, là, de tout ce qu'ils font comme protection, comme travail sur l'environnement, mais vraiment aussi sur la biodiversité, les corridors bleus, les corridors verts. Écoute, on a passé à travers pas mal tout ce qui a trait à l'environnement dans le coin. Ça a été vraiment une belle discussion et j'espère que vous allez apprécier. Alors, Dr Priscilla Garot, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On s'était rencontrés. Moi, je ne suis pas bon avec le temps qui passe, mais ça fait au moins 4-5 ans. J'avais fait une émission, je faisais le tour des organismes et puis j'avais été voir Ambioterra. On avait été un peu sur le terrain. J'avais vraiment aimé cette émission-là. Je trouvais ça très intéressant. Mais c'est ça, on va commencer en fait. Ambioterra, ça s'intéresse à l'environnement, à la protection des trucs, mais je veux savoir, toi, personnellement, c'est quand que ça a commencé un peu cet intérêt ou cette sensibilité-là envers l'environnement? Tu sais, c'est quand, à un moment donné, ça t'a frappé de j'aimerais étudier là-dedans, j'aimerais faire de quoi, tu sais? Ben, moi, ça fait super longtemps. À 8 ans, je savais que c'était ma mission de protéger la nature et que c'est ça que j'allais faire. Donc, j'ai par la suite étudié toujours en environnement. Donc, j'ai fait un baccalauréat en biologie, maîtrise et doctorat en environnement. Et pour moi, la meilleure façon de protéger la nature, la faune et la flore, c'était dans le secteur communautaire. Donc, j'ai œuvré au début bénévolement dans les organismes communautaires en environnement. Puis, en même temps, j'étais longtemps à l'université. Ouais. Donc, j'ai aussi enseigné du temps que j'étais au doctorat la sociologie sociopolitique de l'environnement. Okay. Et puis j'ai fait plusieurs projets de recherche du temps que j'étais à l'université. Et en même temps, j'étais toujours dans le communautaire. Par la bande ou par du bénévolat ou... oui, puis par la suite... après ça, plus impliqué dans les... Oui, c'est ça. On va y revenir en Ambioterra, mais c'était-tu clair? Tu sais, dans le sens, tu dis à 8 ans, mais de dire, je vais étudier là-dedans, tu sais, c'est ça. Oui. Puis, moi, c'était vraiment... C'était clair. C'était clair. Tu savais comme qu'est-ce que tu voulais faire pour... en disant qu'en étudiant là-dedans, je vais avoir ça t'amenait plus de connaissances, j'imagine. Oui. Donc, la biologie, puis c'est ça. Mais là, tu as parlé de sociopolitique. Là, ça m'intéresse. En fait, c'est quoi ce cours-là, en fait, que tu enseignais? C'est ça. Dans le fond, je suis comme une première hybride de la maîtrise en sciences de l'environnement de l'UQAM parce qu'avant moi, ils n'acceptaient pas au doctorat quelqu'un qui a plus un sujet de sciences humaines, entre parenthèses, en environnement. Donc, j'ai fait un baccalauréat en biologie, donc sciences pures. Puis, maîtrise, doctorat, c'était, dans le fond, c'est plus de la sociopolitique. Donc, j'analysais les blocages aux politiques environnementales au Québec. Donc, la maîtrise, c'était lié à la nouvelle gestion de l'environnement qu'on appelle gestion intégrée ou écosystémique de l'environnement. Donc, j'ai étudié les comités ZIP qui protègent le fleuve Saint-Laurent. Et au doctorat, c'était la gestion des déchets. Ah, OK. Ça, c'est un autre sujet. Donc, j'ai fait plusieurs études de cas au Québec, dont évidemment le cas de Mercier, qui est comme... évidemment. Ouais. L'accident, la catastrophe environnementale, une des pires en Amérique du Nord. Oui, puis ça, c'est fou parce que moi, je viens de Sainte-Martine. Évidemment, quand j'étais jeune, on entendait parler, mais à chaque fois qu'on dirait qu'on mentionne que c'est la plus grosse en Amérique du Nord, je dis ouais, hein? À chaque fois, on dirait que je l'oublie. Puis tu sais, c'était juste là. Mais peut-être expliquer pour certaines personnes peut-être qui connaîtraient pas, en fait, Mercier.
Oui, c'est ça. C'est Qu'est-ce qui s'est passé? que, dans le fond, il y avait des lagunes. Dans les années 60-70, c'est comme l'environnement, ça commençait, ça débutait, l'intérêt. Et, dans le fond, il y a une compagnie qui a dit au gouvernement que, dans le fond, il allait faire disparaître, dans le fond, qu'il allait éliminer des déchets et toxiques. Donc, mais finalement, ils les ont pas éliminés, ils les ont enfouis dans les lagunes, alors que les lagunes, c'était la nappe phréatique, puis qui permettait d'avoir de l'eau potable à 6-7 municipalités alentour. Là. Et donc, ces 6-7 municipalités-là, encore aujourd'hui, ne peuvent pas, dans le fond, bénéficier de l'eau potable dont on l'avait parce que c'est contaminé. Donc, ils sont raccordés à Châteauguay. C'est fou, là, on parle de 40, 50, ouais. J'ai de la misère avec les calculs mathématiques rapides, mais... ça fait une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années que ouais, c'est ça, c'est fou. Là. Mais c'est ça, mais tu sais, faire disparaître, enfouir, on le voit plus. C'est ça le but. C'est ça. Souvent ça. Puis souvent ça, on dirait le problème à l'environnement, c'est dès parce qu'on le voit pas nécessairement, tu sais, à moins qu'on l'a vraiment comme un déversement de pétrole ou, tu sais, des déchets peut-être dans les rivières. Mais sinon, l'environnement, des fois, c'est peut-être un côté un peu, pas flou, mais je veux dire abstrait, que c'est peut-être facile. Mais en tout cas, ça a été facile avant peut-être de faire comme, oui, mais c'est dans la terre, c'est pas grave. Là. Mais tu sais, l'environnement, c'est l'eau, c'est la terre, puis en même temps, on en a tous besoin pour survivre lui-même, mais on l'oublie, même si c'est très proche. Donc, c'est ça. Fait que là, tu as enseigné un peu pendant les trucs, là, communautaire, mais Ambioterra, c'est-tu vraiment là que ça a plus pris forme, en fait? C'est comment c'est arrivé cette idée-là? J'ai vu que c'est le 4 décembre 2002 que ça s'est décidé. Mais comment ça s'est dit, on se fait notre affaire, il faut s'activer? C'était quoi un peu le raisonnement? Dans le fond, c'est ça, c'est qu'on était plusieurs étudiants de l'Université du Québec à Montréal, de l'UQAM. Donc, on militait pour protéger l'environnement dans un groupe communautaire qui s'appelle le groupe de recherche d'intérêt public, un groupe étudiant. Et puis, il y a tout un volet protection de l'environnement. Puis, je militais aussi dans plein d'autres organismes environnementaux, mais à Montréal. Et puis, là, on quittait l'université, puis on voulait comme continuer, dans le fond, à protéger l'environnement, mais à l'extérieur des murs de l'UQAM. Donc, c'est ça. Fait que Ambioterra a été créé, dans le fond, pour continuer à protéger l'environnement à l'extérieur, sous la forme du communautaire. OK. Puis, mais tu as dit tantôt, c'est ça, que le communautaire, pour toi, c'était peut-être une des meilleures façons, en fait, de s'attaquer à des problèmes. Pourquoi tu dis ça? Parce que comme on le voit au niveau, mettons, quand on agit au niveau du gouvernement, il y a depuis 30-40 ans, on vient de voir le livre de Louis-Gilles Francoeur, l'ancien journaliste du Devoir qui a suivi l'actualité environnementale pendant 30 ans, qu'il y a moins de 0,05% du budget des gouvernements qui ont au Québec, qui vont à l'environnement. Donc, c'est évidemment insuffisant. Donc, c'est pas par le gouvernement, malheureusement, qu'on ça devrait. C'est par ça qu'il faut que ça passe, évidemment, mais de toute évidence, les élus n'ont pas encore compris ça. Et puis, au niveau, l'autre moyen, dans le fond, de protéger l'environnement ou de travailler en environnement, c'est dans l'industrie privée. Puis je pense pas que c'est dans l'industrie privée que ça nous permet. Puisque leur intérêt, c'est de faire de l'argent. OK, donc, fait qu'il n'y a pas d'argent à faire, ce que tu dis en préservant les trucs. Tu sais. Non, dans le communautaire, notre intérêt, c'est pas de faire de l'argent, c'est que la communauté bénéficie du travail qu'on fait. Mais en même temps, c'est ça avec le communautaire, j'imagine, ça amène une structure qui est plus lousse, entre guillemets, qui permet de virer, tu sais, de se dire, OK, on va peut-être faire ça, tu sais, en tout cas, de s'orienter de manière un peu plus libre. Peut-être. Oui, c'est ça, d'y aller selon les problématiques qu'on voit sur le terrain. Donc, Ambioterra, c'est quoi exactement sa mission, en fait? C'est parce que c'est ça, des fois, on parle d'environnement, de protection de l'environnement, mais
moi, je regarde ça d'un truc un peu extérieur. Puis on dirait que des fois, c'est gros. Tu sais, mon Dieu, il y a tellement d'affaires à faire. Par où on prend ça? Fait que moi, c'est ça, qu'est-ce qu'Ambioterra fait? Puis pourquoi vous avez choisi, en fait, d'aller vers cet axe-là? Ambioterra, notre mission, c'est de protéger la biodiversité, puis particulièrement les espèces en péril, parce qu'en protégeant les espèces en péril, qui sont les espèces plus sensibles à dégradation d'environnement, mais ça permet de protéger les autres espèces qui sont moins vulnérables, comme l'humain. On en fait partie. Donc, c'est une des raisons. Puis aussi, notre bureau est à Saint-Chrysostome. Donc, on voulait aussi, dans le fond, s'adapter à la réalité de la Montérégie-Ouest. Puis, on ne voulait pas faire, évidemment, des choses que d'autres organismes déjà environnementaux font dans la région. Donc, une des façons, c'est de protéger l'environnement, ça a été notamment de passer par la protection des espèces en péril. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple de notre projet de protection de la faune aquatique en péril, mettons, en Montérégie-Ouest. Dans le fond, c'est que dans nos cours d'eau, il y a une espèce, mettons, qu'on appelle le fouillage gris, qui est un petit poisson que personne ne connaît, mais qui est une espèce, c'est comme en péril selon le gouvernement du Canada et du Québec. Et puis, donc, on a pris au début cette cible-là et on s'aperçoit que, dans le fond, les cours d'eau, ici, comme, tout le monde connaît la Châteauguay, mais la Châteauguay, c'est un grand territoire où il y a des centaines de cours d'eau qui se jettent dedans. Et puis même si elle prend sa source aux États-Unis, quand même, les analyses de qualité de l'eau démontrent que c'est vraiment au Québec qu'on contamine la Châteauguay. Donc, par exemple, la rivière des Anglais, qui est un des principaux cours d'eau qui se déverse dans la Châteauguay, à la frontière avec les États-Unis, la qualité de l'eau est bonne. Puis là, plus qu'on va dans la plaine du Saint-Laurent, donc évidemment, en milieu agricole, plus ça contamine. Donc, l'eau est bonne dans les municipalités transfrontalières avec les États-Unis et elle devient de mauvaise à très mauvaise rendue à Châteauguay. OK, rendu là. Donc, notre projet, dans le fond, c'est d'accompagner les propriétaires, principalement parce que, dans le fond, la tenure des terres en Montérégie-Ouest, c'est privé à 98 %. Donc, les terres publiques, ça représente même pas 2 %. Donc, l'idée, c'est qu'en accompagnant les propriétaires privés à protéger les milieux naturels que sur leur terrain et la faune, parce que la faune y vit. Donc, ça permet de réduire l'impact que les communautés humaines ont sur l'environnement. Donc, c'est pour ça qu'on a notamment choisi cette espèce-là, le fouillage gris. Et de la même manière, notre autre projet qui s'appelle le projet Corridor bleu-vert, c'est de la même manière, c'est qu'on s'aperçoit, si on prend une carte, mettons forestière, qu'il y a de la forêt il en reste juste comme à peu près dans les municipalités transfrontalières de la même façon. J'allais sur votre site web, j'ai regardé justement une map, où, je ne sais pas si c'est dans un des PDF, un truc que vous aviez, mais de voir la map, c'est assez frappant. Là, c'est ça. Fait que vraiment... Franklin, Havelock, même plus bas, là, mais Hemingford, c'est vraiment vert. Là, on voit que ça disparaît. Il y a des petites bandes ici et là. C'est là ça. mais... Fait que l'idée du projet Corridor bleu-vert, c'est de protéger les milieux naturels qui restent encore. Puis aussi, cette forêt-là, dans le fond, qui est comme le mont Covey Hill. Oui, c'est ça. Puis qui s'étend, là. Mais dans le fond, c'est comme les poumons à protéger là, de la Montérégie-Ouest, qui permet évidemment de filtrer l'air puis fixer le carbone avec les changements climatiques, mais qui est aussi un habitat pour la faune et la flore. Puis c'est aussi la principale nappe aquifère pour l'eau potable de la région. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que première étape, de protéger ce secteur-là et de restaurer, dans le fond, des corridors, faire reboisir, faire des bandes riveraines, jusque, dans le fond, au nord, vers le fleuve Saint-Laurent. OK. Mais on va commencer par la partie protection, là, parce que là, ça a ouvert comme deux branches. Ouais.
Mais comment on s'y prend? Parce que, tu sais, là, je sais qu'il y a déjà le fameux 17 % que j'entends depuis des années, là, en suivant ici là, les MRC qui se font dire par le gouvernement du Québec, il faut protéger 17 % d'espace vert, de forêt. Mais dans la Montérégie-Ouest, il reste combien? Là, j'ai vu un 30 % mais c'est encore à date, là. Non, il n'y a vraiment pas beaucoup de protection. Ouais, non, mais c'est pas protégé, mais qu'on a un potentiel. Comme on a un couvert forestier de combien, peut-être? Présentement. Au niveau du couvert forestier, je m'en souviens pas, mais on n'a pas atteint le 17 % de protection, là, ça, c'est pas mal sûr. Parce que ça fait longtemps qu'ils martèlent ce fameux chiffre-là, mais on dirait que c'est ça, des fois, c'est comme le gouvernement en haut dit 17 % il passe la commande, mais après ça, tu fais comme plus ça descend, moins il y a d'argent attribué à ça. Les villes sont laissées à faut que vous fassiez ça. OK, mais tu veux qu'on fasse ça comment? Si on a juste les taxes foncières, comme c'est ça, comment tu veux qu'on le fasse? C'est pas que des fois, peut-être certains maires, certaines maires, il y a peut-être moins d'intérêt, mais il y a aussi la capacité de le faire. Je veux dire, comment qu'on s'y prend pour lever cet argent-là d'un coup? Ou sinon, comment vous prenez pour le côté protection de ce qui est déjà là? Donc, nous, quand on parle de protection, il y a plusieurs niveaux. Donc, ça va tout simplement, dans le fond, comment on procède, c'est que, évidemment, la première des étapes, dans le fond, c'est d'acquérir des connaissances sur le territoire. Donc, de voir où sont justement les milieux forestiers, où il y a de la restauration à faire, au niveau des espèces en péril, et puis au niveau de la qualité de l'eau. Donc, d'un coup, justement, qu'on sait, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut protéger et qu'est-ce qu'il faut restaurer. Bien là, dans le fond, on se fait on fait de la recherche, puis on a des zones prioritaires à protéger ou à restaurer. Donc, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est de recruter les propriétaires, dans le fond, à participer à nos projets. Puis par la suite, quand ils sont intéressés, ben nous, on leur offre, dans le fond, un service gratuit d'accompagnement. Fait qu'on fait, dans le fond, une caractérisation des différents milieux naturels puis des inventaires de leur terrain. Donc, s'ils ont un milieu forestier, on va faire un inventaire forestier. On va leur dire comment faire pour améliorer la biodiversité puis leur forêt. Pour leur milieu humide, la même chose. S'ils sont riverains, on va faire, dans le fond, caractériser la bande riveraine, leur dire quelles plantes indigènes ils peuvent c'est comme semer pour faire la bande riveraine. Donc, on leur met un diagnostic un rapport qu'on appelle un cahier du propriétaire et avec des recommandations pour chacun des milieux et des espèces qu'on va avoir retrouvées. Et par la suite, ben là, ils peuvent, au niveau de la protection, ça va de simplement signer une déclaration comme quoi qu'ils s'engagent moralement à protéger. Et puis là, ben, il y a différents degrés, justement, quand on parle d'air protégé. Mais là, c'est le dernier niveau de protection où là, on protège pour 20 ans, 40 ans. Mais c'est pas la seule façon, évidemment, de protéger l'environnement. C'est une des options. Nous, on est pour, dans le fond, une gestion intégrée. Fait que c'est pas essentiel de protéger à long terme. C'est comme le 17 % de la politique, c'est un minimum, mais c'est pas du tout atteint dans le sud du Québec. C'est clair, mais en fond, c'est pas nécessairement obligatoire aussi. Si, mettons, il y a beaucoup de gens qui font un espèce de truc un peu moral. Exactement. Puis si les municipalités, ils appliquent leur règlement, ce qui, évidemment, malheureusement, ne se passe pas, mais si les municipalités et chaque acteur intervenant remplissait ses fonctions, puis qui appliquait les lois et règlements, on n'aurait pas besoin de protéger parce que dans le fond, on appliquerait des bonnes façons dans le fond, d'utiliser la terre, la forêt, peu importe. Comme en agriculture, il y a plein de pratiques agro-environnementales qu'on appelle, mais malheureusement qui sont plus ou moins appliquées. Mais si on appliquait de cette façon-là, il n'y aurait pratiquement pas là, de problématique de contamination. OK. Donc, c'est ça. Fait que là, ce côté-là de faire le tour, en fait, des propriétaires, c'est que c'est vraiment un peu... c'est un travail un peu d'aller les voir un par un. Là. C'est un peu ça. Là. C'est ça. On fait des envois postaux avec... Oui, c'est ça, mais je veux dire, il y a quand même un peu... c'est un à la fois, on les gagne, puis tout ça. Là. Fait qu'il y a quand même un travail
de longue haleine là-dedans, là, jusqu'à date, parce que ça fait plusieurs années que vous êtes là-dedans. Là, c'est quoi un peu la réaction dans le coin? Les gens, tu sais, ils sont intrigués aussi de savoir un peu sur leur terrain, la forêt, qu'est-ce qu'ils ont comme espèce, c'est ça, oui. C'est sûr que c'est intéressant pour eux d'avoir gratuitement dans le fond, un service environnemental comme ça. Donc, on suit 20 à 30 propriétaires. Là. C'est vraiment le top qu'on peut suivre là, parce que c'est assez détaillé quand même, là, les diagnostics qu'on fait. Puis il y a aussi, évidemment, tout le temps le volet sensibilisation des intervenants principaux qui affectent le plus les ressources naturelles du coin. Et après ça, il y avait l'autre volet que tu disais que c'était plus de, là, je ne sais plus si c'est le bon terme, mais pas reconstruire, mais restaurer, en fait. Oui, c'est ça, merci. Plus les corridors. Mais ça, comment qu'on se prend, en fait? Comment vous établissez, en fait, où travailler, puis comment on doit travailler là-dessus, en fait? Bien, c'est ça. En même temps qu'on fait justement notre étape 1, qui est l'acquisition de connaissances, bien, ça nous permet de savoir, dans le fond, au niveau, par exemple, des bandes riveraines, quelles zones ils ont déjà, mettons, un 10 mètres de bande riveraine. Donc, qui, selon la politique au Québec, on devrait conserver 10 mètres de bande riveraine quand on est riverain. Donc, avec la géomatique et puis des inventaires terrains, ça nous permet de savoir dans le fond, quelles lots sont déjà bien conservées et les autres qu'il y a de la restauration à faire. Donc, c'est ça. Ça fait partie de notre recrutement des propriétaires. Donc, ceux qui ont à restaurer, bien là, on va faire un diagnostic du milieu à restaurer. On va remettre un plan d'aménagement. Puis là, bien, on essaie d'aller chercher d'autres sous pour, dans le fond, passer à l'action puis restaurer c'est ça. Mais quand on parle de restauration, j'imagine que c'est mettons, pour la bande riveraine, c'est de la plantation, grosso modo. Principalement, c'est ça. Donc, mais c'est peut-être expliquer pourquoi c'est important, en fait, de replanter sur la bande riveraine. Qu'est-ce que ça apporte, en fait? Oui, c'est ça. Ben, la bande riveraine, ça permet de filtrer la contamination. Mettons, s'il y a une terre agricole, ben, quand il y a une bande riveraine, ça va permettre de filtrer en partie la contamination dans le fond du champ. Donc, avant que ça aille dans la rivière ou dans un cours d'eau. Et puis, il y a d'autres pratiques aussi qu'on va suggérer, par exemple, aux agriculteurs, comme comme couverture de sol. Donc, ça permet de réduire l'érosion du sol. L'érosion du sol, dans le fond, ça va faire en sorte que l'agriculteur, malheureusement, va perdre sa terre. Ouais. Donc, économiquement aussi, il perd de la valeur avec sa terre qui s'en va dans le cours d'eau. Et donc, avec l'érosion du sol, bien, il va y avoir les pesticides, les engrais qui vont aller dans la rivière et ça va faire en sorte que la rivière va être dégradée puis l'habitat plus propice ni pour la faune ni pour nous-mêmes. Ça, parce que puis là, tu sais, moi, je parle j'ai pas toutes les connaissances, mais en même temps, on entend beaucoup parler qu'on perd des terres agricoles. Donc, j'ai l'impression que aussi ça met de la pression sur celles qui restent à être performantes. On dirait que c'est comme une roue qui tourne, mais là, c'est ça, ça peut amener justement des problèmes avec la bande riveraine. Je sais pas, c'est comme un enjeu, parce que c'est gros, en fait, tout ça aussi. Il y a tout le côté le développement immobilier, comment on gère ça, l'urbanisme des places, puis la perte des terres. Je veux dire, on dirait que c'est peut-être moi qui commence à voir ça trop gros et trop intense, là, mais ouais, c'est ça. Est-ce que ça ajoute un peu aussi à la pression sur les terres agricoles? Non, au contraire. Si les agriculteurs protègent leurs terres, c'est comme ils vont avoir moins de pertes économiques. Moins de pertes, c'est ça. OK. Et je voulais revenir justement à la protection des espèces. Là. Je sais que vous avez eu plusieurs projets là-dessus, là, autres que celle que tu as dit, que j'ai oublié le nom. Mais en quoi, là, je vais vraiment parler comme quelqu'un qui connaît rien là-dedans, mais en quoi c'est important la biodiversité? L'espèce de. Des fois, on entend parler des projets immobiliers qui sont arrêtés là, pour la fameuse rainette là, qu'on entend souvent dans les médias. Là. Ouais. Il y a une grenouille qui est là, on arrête tout. Mais
pourquoi c'est important de la biodiversité, en fait? Ben, c'est ça. Dans le fond, on fait partie de la chaîne alimentaire, l'humain. Donc, nous, on est en haut, mais dans le fond, on a besoin de toutes les autres espèces. Mettons, si on va prendre tout simplement la pêche. Donc, mettons, on mange du poisson qui est souvent des carnivores. Donc, mettons, on va prendre la truite ou c'est comme le saumon. Ils mangent les petits poissons que pour nous, on pêche pas, qui sont pas intéressants, mais qui sont tout aussi importants pour notre alimentation. Donc, puis quand on enlève une de ces espèces-là de la chaîne alimentaire, ben ça va faire en sorte que ça va avoir un impact sur nous. Donc, l'espèce qu'on mange, ça n'a plus sa nourriture, ça n'a plus son environnement, ben c'est comme nous, on va en manquer. La même chose pour les terres agricoles. Si on dégrade toutes les terres agricoles parce qu'on n'a pas des bonnes pratiques, ben, ça va faire en sorte qu'on ne pourra plus s'alimenter à un moment donné. OK. Donc, mettons, puis pour la rainette, par exemple, qui vit dans certains milieux humides, puis souvent, pour les humains, on trouve que les milieux humides, c'est pas important. Puis, à quoi ça sert? Pourquoi? Mais c'est super important. Premièrement, c'est parce qu'on a détruit notamment beaucoup de milieux humides, qu'on a de plus en plus d'inondations. Fait que ça, le monde, c'est assez direct là, comme impact. Je pense que c'est comme là, ils réfléchissent peut-être plus quand ils savent que les milieux humides, ça permet notamment de réduire les risques d'inondation, par exemple. Les dernières années, on s'entend qu'on on entend plus parler d'inondations, des trucs un peu plus surpris, surtout avec les changements climatiques. Des fois, qui va empirer justement les risques d'inondation. Puis on le voit, là, juste mais quand ça arrive au printemps, c'est pire, mais l'espèce de là, on a eu des journées de pluie verglas, ça regèle, ça fait des couches, mais au printemps, quand ça dégèle, pas de l'air, il remouille, il regèle, c'est sûr que là, ça l'accentue tout ça. Puis là, les milieux humides ne sont plus là, ou en tout cas, ils disparaissent tranquillement. Donc, tout ça accentue le problème. Là. C'est comme une roue qui tourne là-dedans. Mais c'est ça. Fait que, je sais pas, je pense que je t'ai coupé. Là. Je sais pas si tu allais dire autre chose là, sur les milieux humides, là, mais... Non. OK, non, c'est bon. Mais ouais, c'est ça. Donc, mais tu sais, c'est ça, on dirait que ça fait partie de ce que je disais, tu sais, la biodiversité, tu sais, des fois la rainette ou des espèces de poissons, tu sais, des affaires que, ben, on y pense pas parce qu'on se dit, ben, tu sais, c'est pas si grave. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on voit ou qui nous touche parce que c'est pas nécessairement justement une espèce qu'on mange. Oui, c'est ça. Puis on fait pas le lien avec l'habitat, l'habitat dans lequel elle vit, ben, c'est un habitat qui est nécessaire aussi pour nous. Pour nous, oui, c'est ça. C'est là que des fois, on voit pas le lien. Des fois, j'ai l'impression que si le monde le voit, c'est pas comme concret, l'espèce de... Tu sais, si c'était, mettons, une espèce, justement, le saumon, des trucs qu'on mange, puis là, qu'on fait... Là peut-être qu'on fait, OK, il faut faire de quoi, mais ouais, il aurait peut-être fallu faire de quoi avant, parce que c'est toute une longue suite. Mais ça, c'est peut-être dur c'est ça, à brander comme message, en fait. Je sais pas, c'est comme ça, je le vois un peu, là. Mais ouais, peut-être parler moi, j'avais vu sur le site 3 projets de protection des espèces, mais je sais pas si avec le temps, il y en avait différents, mais on peut peut-être passer à travers un peu de ça. Oui, c'est ça. Ben, on a celui sur la faune aquatique dont j'ai parlé. Il y en a aussi sur les oiseaux des champs, parce qu'ils vivent, sont de plus en plus... en disparition en raison notamment des menaces agricoles. Donc, comme c'est la principale activité économique du coin, ben, c'est un peu normal. Là. Ça dépend de c'est quoi l'activité économique d'une région. Donc, c'est ça. Fait que, dans le fond, on propose aux agriculteurs justement, par les cahiers du propriétaire, des pratiques qui vont permettre de protéger notamment ces espèces-là. Et on a un volet aussi sur les chauves-souris qui sont en voie de disparition. Mais ça, c'est pas nécessairement... c'est dû à lui-même, mais pas nécessairement à cause de la dégradation des habitats. Dans le fond, la principale problématique, dans le fond, c'est un champignon qui a été introduit d'Europe
probablement par un être humain, je sais pas, qui a été faire de la spéléo c'est ça. en Europe, puis qui a ramené, dans le fond, la maladie aux États-Unis. Puis là, ben, les chauves-souris se sont mis à mourir parce qu'il n'y avait pas les anticorps pour ce champignon-là. Puis là, ben, ça a grimpé jusqu'au Canada, là. Donc, des espèces de chauves-souris qui étaient très présentes là, 15 ans sont pratiquement disparues aujourd'hui, comme la petite chauve-souris brune, par exemple. Donc, justement, on accompagne les propriétaires, puis on sensibilise les gens à l'importance de protéger les chauves-souris, qui sont d'ailleurs très bénéfiques encore en agriculture parce qu'elles mangent des insectes nuisibles pour beaucoup d'insectes nuisibles en agriculture, notamment. On n'y penserait pas à ça nécessairement. Là, l'espèce de... On a besoin des chauves-souris, puis même, on dirait que je pensais même pas qu'il y avait des chauves-souris dans le coin. C'est juste pas vraiment quelque chose qu'on remarque. Non, parce que dans le fond, ils sortent juste. C'est comme quand le soleil se couche. Donc. Mais ouais, c'est ça. Mais peut-être qu'on pourrait prendre un peu l'exemple ici là, à Châteauguay, le corridor vert, qui est Châteauguay-Léry, en fait, le corridor que j'ai couvert à plusieurs reprises à travers les années, que les gens essayent de protéger, puis on dirait que c'est tout le temps recommencé. On dirait que c'est bien compliqué à finaliser comme truc, mais peut-être qu'on peut prendre ça comme exemple pour expliquer justement quand tu parlais d'un corridor, de dire que bon, il y a un espace, mais là de dire mais on va juste développer un petit bout là. Comment ça fonctionne justement, comment ça pourrait créer un déséquilibre dans ce truc-là? Parce que des fois, tu dis on va juste faire ça, il va rester comme plein de forêts, là, tu sais. Ben c'est ça, c'est parce que les animaux, mettons, c'est leur habitat. Donc, il y a des animaux qui ont besoin d'une grande superficie d'air vital. Donc, si on coupe, dans le fond, on fragmente le milieu naturel, ben, ça va faire en sorte qu'il ne pourra pas, dans le fond, passer à l'autre qui est plus loin, l'autre milieu. Donc, c'est pour ça que c'est important, des corridors. Puis, des corridors, ça peut être de différentes façons. Ça peut être une bande riveraine qui connecte à un milieu forestier, à un milieu humide. Donc, c'est ça. Dans le fond, la faune, elle a besoin d'un espace pour se déplacer et la flore aussi, d'ailleurs. Là. Comme, mettons, là, on parle du corridor vert, Léry, mais le concept de corridor bleu, c'est un peu la même chose, mais au niveau de l'eau. Dans le fond, comme je parlais du feuillage gris, qui est un poisson qui existe juste, dans le fond, maintenant, parce qu'il y a trop de contamination, dans le fond, dans les sections... plus dans le fond à partir de Saint-Chrysostome, Sainte-Martine, jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Avant, il y avait ce poisson-là qui allait jusqu'au fleuve Saint-Laurent, mais là, il est juste confiné à l'amont. Donc, il ne peut pas avoir d'échange génétique avec les autres populations de feuillerie. Puis c'est la même chose pour la flore, la faune, puis les autres espèces. Donc là, ils n'ont plus d'habitat. Dans le fond, pour notamment le feuillage gris, l'eau est tellement dégradée qu'il ne peut plus vivre à hauteur de Châteauguay, mettons. Donc, c'est ça. Fait que là, la population d'enfants va tendre à disparaître parce qu'il n'y a plus assez d'échanges génétiques avec les autres populations. Ça amène quoi cet échange génétique-là, juste pour comprendre, en fait, s'il n'y a plus ça, ça fait quoi? Ben, dans le fond, c'est qu'il va y avoir moins dans le fond, au niveau des anticorps, de notre de mélange génétique. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est la même affaire. C'est ça. Des fois, on ne pense pas là, que aussi les corridors bleus, là, on parle beaucoup de la forêt, mais quand tu disais aussi pour la flore, tu sais, que c'est important, mais à quel point c'est important, mettons, si on reprend Châteauguay-Léry, tu sais, parce que dans ma tête, tu sais, c'est comme les fleurs sont là, ou les plantes, mais c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'espace pour... Oui, c'est ça. C'est comme... évidemment, ça va dépendre des espèces, là, mais eux aussi ont besoin d'une continuité dans l'environnement pour poursuivre, dans le fond, leur croissance puis la population. OK. Je sais pas. En fait, c'est ça, je me demandais, pour des gens qui sont comme... que vous êtes dans l'action...
est-ce que des fois, il y a comme une fatigue de marteler des messages pro-environnement ou je sais pas, comme, tu sais, personnellement, y a-t-il des moments où t'es juste comme, on est tanné de répéter, ou tu sais, je sais pas, ou c'est juste moi qui est comme, qui est comme ça. Non, c'est des fois, ça. je suis comme, mon Dieu, ça a l'air gros quand on regarde le big picture, mais peut-être que vous, vu que vous êtes comme plus sur, OK, on a une action, vous focusez là-dessus, je sais pas comment oui, ça... ben moi c'est comme ça, je m'en sors. C'est ça. Je peux dire, c'est que je focus sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, dans le fond, l'environnement et faire comprendre aux humains que ça fait l'environnement, c'est nécessaire à leur survie, même si c'est difficile à faire comme message. Mais dans le fond, c'est ça. Moi, en tout cas, je m'en sors en me disant que je fais la seule chose que je peux faire, c'est sensibiliser les gens à protéger l'environnement, puis qui comprennent le lien qu'il y a entre protéger l'environnement et leur propre santé, puis ça de leur enfant. Oui, parce que c'est ça, tu sais, j'avais reçu, je t'avais parlé tantôt, hors d'onde, deux personnes du Mort, un groupe citoyen, puis c'est ça, il y a des trucs de même, puis tous les organismes, c'est OK, il y a comme du monde qui veulent faire de quoi, puis c'est peut-être là que ça redonne un peu d'espoir qu'on va changer les choses peut-être à plus petite échelle, peut-être au lieu de voir ça de manière très macro, que ça devient intense, puis que là, qu'on se bat contre... des grosses corporations, des gouvernements qui bougent très lentement ou très peu, en fait. Parce que c'est ça, on dirait que, tu sais, c'est ça, à chaque année, la COP me déprime au plus haut point. Tu sais, c'est comme, tout le monde dit, ouais, OK, faut faire de quoi, mais on fait pas vraiment rien. Fait que, je sais pas, on repousse tout le temps ça vers l'avant, puis un peu ça qui peut être stressant, en fait, là, mais au moins il y a du monde qui font des choses. Faudrait peut-être que je commence à m'impliquer dans des causes. Peut-être que ça m'aiderait un peu à savoir des trucs de ce côté-là. Mais sinon, ouais, y avait-il d'autres choses sur lesquelles Ambioterra travaille ces derniers temps? Là, c'est sur quoi vous planchez là, ces derniers temps? Oui, ben, dans le fond, on continue nos projets de sensibilisation parce que c'est du travail à long terme, hein, comme on le sait. Donc, on continue d'accompagner les propriétaires. C'est comme de la région. Comme là, on a... c'est ça. On priorise certaines zones comme, par exemple, la zone dans le fond de la rivière L'Acadie. Okay. Qui est... c'est où la rivière L'Acadie? Dans le fond, c'est à Mengford, Napierville. OK. Ouais. Je connais moins un peu ce coin-là. Oui, c'est ça. Donc, qui est assez contaminé. Donc, on accompagne les propriétaires de la façon que je dis, en faisant des diagnostics, puis en disant comment ils peuvent faire pour protéger les milieux naturels. Puis, en protégeant leurs milieux naturels, bien, ça permet de protéger une bonne centaine déjà d'espèces fauniques et floristiques. Là. Okay. Mettons, même avec 2-3 hectares ou moins, là, il y a plein d'espèces là, qui vivent sur les terres. Et est-ce que, tu sais, sur, mettons, des trucs que vous travaillez depuis longtemps, est-ce qu'on voit des améliorations, tu sais, dans soit la Châteauguay ou d'autres trucs? Est-ce qu'avec le temps, on sent qu'il y a peut-être aussi les gens sont un petit peu plus ouverts à ça, là? Parce que moi, je me rappelle mon père qui me parlait, qui était à Sainte-Martine quand il était jeune, que tout le monde se baignait dans la Châteauguay. Mais moi, quand j'étais jeune, c'est comme, vas-y pas, pas te baigner là. Puis je suis comme, OK, c'est bizarre, on a une rivière qui est là, mais qu'on ne peut pas y aller. Mais est-ce que ça s'améliore avec les années? Est-ce qu'on sent qu'il y a comme une espèce de petit... Oh, t'as pas l'air, t'as un visage... Malheureusement pas. Okay. C'est sûr qu'avec les propriétaires qui participent à nos projets, c'est encourageant de ce côté-là de voir que, dans le fond, au moins, ces hectares-là de propriété sont protégés en parenthèse parce que...
on le sait qu'ils vont appliquer fort probablement les recommandations qu'on leur dit. Mais malheureusement, pour la Châteauguay, pour la rivière en amont, puis même la rivière des Anglais, c'est un peu la même affaire. Okay. Là. Il n'y a pas vraiment d'amélioration. Non, c'est en tout cas, au visuel, là, je sais qu'il y a eu certaines analyses de qualité de l'eau faites par la SCABRIC, l'organisme de bassin versant, que c'était pas si pire que ça à Sainte-Martine. C'était Bagnères. Oui, puis il me semblait que j'avais entendu quoi dans... Oui, c'est ça. C'est ça. Mais au niveau des... nous, on a fait une analyse là, des résultats de qualité de l'eau du ministère d'Environnement depuis les 20-30 dernières années, puis on ne pouvait pas dire s'il y avait une amélioration. Au niveau statistique, ça donnait pas... Il n'y avait pas assez d'échantillonnage. Mais est-ce qu'au moins, ça l'empire pas? Est-ce que, tu sais, non, ça non plus, on ne sait pas. Okay, c'est correct. Moi, je pose des questions, mais... On aimerait bien ça avoir du financement pour pouvoir faire des suivis, puis que le ministère de l'Environnement fasse les suivis, mais malheureusement, ils sont débordés. Il y a des coupures. Ouais, c'est ça. Encore plus. Déjà, ils n'ont pas de budget, puis là, il y a encore plus de coupures. Est-ce que tu es en train de dire que la CAQ ne met pas beaucoup d'argent dans l'environnement? C'est ça que j'entends? Non. Non, pas assez, c'est ça. Mais vous, mettons, on pourrait parler justement de l'organisme en tant que tel, le fonctionnement, parce que c'est ça, comment ça fonctionne? Parce que c'est bien beau de dire, bon, je veux faire ça, mais ça prend un salaire, ça faut vivre un moment donné, là, c'est comment ça fonctionne aussi, puis pour ramasser l'argent pour des projets, puis des trucs... Comment vous y arrivez, en fait? Bien, dans le fond, il faut monter des demandes de subventions. Ouais. Donc, dans le fond, il y a certains organismes dans le communautaire qui bénéficient d'un financement statutaire qu'on appelle. Donc, c'est que juste pour leur mission, sans projet, le gouvernement, dans le fond, les reconnaît. Okay. Nous, malheureusement, on n'a pas cette chance-là, comme la majorité des groupes en environnement du Québec. Il y a juste certains organismes qui bénéficient de ce genre de financement-là. Okay. Donc, il nous faut toujours faire des demandes de subventions, faire de la recherche de fonds dans des fondations privées donc, c'est ça. Fait que c'est de longue haleine parce qu'il faut quasiment être scientifique aussi pour monter les subventions, là, parce qu'il faut monter problématiques. Il faut dire quelle problématique, quelle zone on veut intervenir, démontrer qu'il y a une menace. Savoir sur quelle espèce travailler. Donc, c'est un peu un casse-tête chaque année, mais bon, ça fait plusieurs années, 15 ans là, qu'on est capable de survivre. Donc, il y a déjà ça, mais tu sais, c'est fou, puis mais ça, c'est répandu dans le communautaire. Là, puis là, déjà, il y a beaucoup de revendications et il y a eu des moyens de pression, là, tu sais, là, 2 semaines, là, engagez-vous pour le communautaire, là, parce que c'est ça, les gens, comme il faut qu'ils comprennent que mettons, les directeurs, directrices généraux, des trucs, mettent beaucoup d'énergie à justement remplir cette papasse-là, à courir après l'argent, mais c'est tout du temps et de l'énergie qui est pas mis dans la mission. Au lieu de tout le temps trouver des projets, ça devient épuisant aussi, au lieu de juste avoir un financement de base à la mission. Il pourrait avoir aussi des enveloppes ponctuelles pour des trucs, oui, mais on dirait que là, c'est tout le temps une course à projet, remplir les paperasses. Là, comme tu dis, expliquer pourquoi les affaires, OK, mais tout ce temps-là, tu pourrais faire vraiment beaucoup d'autres choses. Oui, c'est sûr. Il y a une fatigue que je sens un peu dans le communautaire pour avoir fait le tour et parler à des gens de ce côté-là, en fait. Oui, mais... c'est ça. Comme là, on fait des recherches de fonds parce qu'on a un projet de pépinière, dans le fond, pour aider à favoriser le reboisement régional, puis avoir une pépinière avec des espèces indigènes, c'est-à-dire qui sont spécifiques à la Montérégie-Ouest, qui a pratiquement plus ou disparu, puis qui est assez rare. Mettons le chêne blanc, l'érable noir, le carrier ovale. Ici, c'est une des... c'est des feuillets des forêts de feuillus. Oui, c'est ça. T'as contracté deux mots. C'est ça. Donc, initialement, c'est de restaurer la forêt pour que ça tout ça avait disparu, ou presque disparu, là, tu disais ça, dans la région?
Oui, c'est ça, ces espèces-là. OK. Puis, sur le chêne blanc, mais il y a quand même encore des forêts de chêne. Là. Ouais, OK. Donc, c'est de favoriser ces espèces-là et de faire en sorte que ça vienne moins cher, dans le fond, aux citoyens, puis aux municipalités pour faire du reboisement s'ils veulent le faire, justement. Oui. Mais tu sais, je veux pas te lancer dans les chiffres si tu n'as pas les chiffres en tête, mais tu sais, c'est vrai, on n'y pense pas. En fait, il faut faire pousser un peu ces arbres-là, comment ça fonctionne. Mais après ça, c'est que les villes pourraient venir en acheter, les villes ou des propriétaires, venir vous en acheter, puis oui, c'est ça. Mettre sur leur terrain ou exactement. Quelque chose. Puis, c'est ça. Puis, il y a des fiches là, avec. Selon l'espèce, bon, il y en a qui préfèrent des sols humides, d'autres secs. Fait qu'il y a des fiches spécifiques, puis on pourrait les accompagner aussi. Comme dans nos projets, justement, là, quand on fait de la mise en œuvre, justement, de restauration, qu'on fait des aménagements de bandes riveraines, ébrisement, etc., on fait des plans d'aménagement et on fait les aménagements. Donc, on accompagne après ça les propriétaires. Dans le fond, ça leur permet de savoir quelle espèce d'arbre ou d'arbuste devrait mettre selon la terre et le sol qu'ils ont. L'endroit où il est exactement. Oui, puis on peut faire des formations. Comme à Sainte-Martine, on avait fait une formation sur comment faire justement un plan d'aménagement, puis des aménagements. Mais ça, j'avoue, ça j'avais jamais pensé que c'est ça. Il faudrait une pépinière, mais ça prend combien de temps, se partir plein d'arbres? Là, on dirait que j'ai jamais pensé à ça. Puis comment qu'on se prend en fait, pour se partir plein d'arbres? Là, justement, on a eu une bourse du pôle d'économie sociale de 12 500, justement. Là, ça fait partie de notre montage financier pour monter la pépinière. Donc, selon l'étude de marché, mettons, dans la première étape, pour partir les plans, on aurait besoin de 90 000 à peu près. Okay. Fait que là, on est en train de faire le montage. Fait que, ça nous prend évidemment un terrain puis un propriétaire d'Hemingford qui va nous louer une partie de son terrain. Puis on va monter une serre, puis avec des semences. C'est comme qui a été récolté par un ingénieur forestier avec qui on travaille. Qui a récolté des semences. Il y a un agriculteur biologique aussi d'Avloc. Fait qu'on va leur acheter des semences, puis on va partir les plants il y en a qui vont être dans une serre, d'autres directement dans la terre. Dans la terre, mais c'est ça, déjà, ça prend 90 000 juste partir ça, avoir des plans, puis partir une rotation, j'imagine. L'idée, ce serait d'en avoir tout le temps comme en production. Oui, ce serait un peu ça l'idée. Oui, c'est ça. Puis on travaille en collaboration aussi avec un professeur de l'Université du Québec à Montréal qui fait partie du centre d'études forestiers. Puis lui aussi, dans ses recherches, dans le fond, ça l'intéresse là, de justement partir des semences pour des espèces indigènes rares de la région. Ça, est-ce que ça arrive souvent des partenariats ou en fait des recherches un peu croisées là, qui se fait, j'imagine, est-ce que ça se fait souvent dans... Oui, souvent dans le communautaire, là, le lien avec les professeurs et les chercheurs. C'est ça. Mais mettons, cette pépinière-là, vous espérez comme partir combien d'arbres? Est-ce qu'il y a des... C'est mon chargé de projet qui est responsable de ce projet-là. Mais je pense que c'est 10 000 plans. 10 000 plans, OK. Il faudrait que je regarde dans l'étude de marché. C'était juste pour avoir une idée de grandeur, en fait. Je me souviens plus exactement. Mais est-ce que c'est plus simple? Une fois que ça va être parti, j'imagine, à un moment donné, ça... Parce que justement, si on revend les plans, il y a comme aussi un argent qui rentre, donc pour comme tout en refaire, là, j'imagine une fois que ça s'est déclenché, ce projet-là. Ça va être ça devrait, en tout cas, autosuffisant, suffisant, mais dire, OK, ça sortirait des plans, parce que c'est ça, on dirait que j'ai jamais réfléchi à, ça, il faut partir un an, mais combien de temps ça prend pour ça dépend de l'espèce, mais c'est sûr mais... que c'est des espèces qui prennent... ça prend du temps avant qu'ils soient matures. Oui, c'est ça.
puis le replanter, puis là, grandir à pleine maturité, c'est plusieurs années. Ouais. Mais on dirait que c'est ça, là, en jasant, ça vient de me repopper dans la tête que Justin Trudeau, il me semble qu'il avait pas comme dit qu'il voulait planter comme, c'était quoi, 1 milliard? Non, 1 milliard, c'est Oui, je pense que c'est un chiffre qui n'a pas de sens, là. J'étais comme, on les a pas vus, ces arbres-là, hein? Non, il y a eu des subventions. Il y en a eu, mais... mais là, ils l'ont renouvelé cette année, justement, ce programme-là, mais je pensais qu'il faut planter minimalement 10 000 arbres, mais il faut trouver oui, c'est ça. les terrains pour les mettre. C'est ça. Pour les mettre. C'est ça la difficulté, dans le fond. Là. C'est juste des gros organismes là, qui pouvaient appliquer, dans le fond, c'est ça. Programme-là. Oui, parce que quand tu regardes ces chiffres-là, tu dis, c'est monstrueux. Là, comme, parce que tu dis, OK, c'est cool de dire ça, mais il faut comment tu t'y prends pour en planter autant? Ça demande des bras, ça demande de l'espace. C'est comme, oui, ça en prend, puis c'est correct. Mais on dirait que c'est un chiffre, tu sais, comme un peu, on fait ça, OK, mais là, tout le monde, OK, il faut le faire, mais comme, pour en partir. Oui, c'est ça. Fait que s'il n'y avait pas eu de limite, ben, ça aurait été plus facile pour les plus petits organismes d'appliquer dans ces subventions. Nous autres, on va dans 5 000, nous autres, OK. C'est ça. Peut-être que ça aurait été aussi bon. Ben, c'est comme un peu encore un autre programme au fédéral, le Fonds pour la nature qui était annoncé. Ben, c'était un minimum d'1 million. Okay. C'était juste les gros organismes millionnaires ONG qui pouvaient appliquer. Oui, c'est ça. Fait, finalement, c'est sûr que les petits organismes régionaux communautaires, c'est plus difficile de faire un montage financier. Oui, dégager un peu d'argent là. C'est ça. Et je sais pas, qu'est-ce que tu dis? Je sais pas si il y a des trucs, des enjeux locaux, des trucs que tu dirais que dans les prochaines années, vous voulez comme aller voir vers ça, ou y a-t-il des choses qui s'en viennent en fait pour Ambioterra? Ben, c'est de poursuivre, de poursuivre nos activités, mais dans le fond, de restaurer la qualité de l'eau. On aimerait bien ça qu'il y ait une meilleure qualité de l'eau dans... Finalement, pour la rivière Châteauguay, mais tous les cours d'eau, évidemment. Donc, d'améliorer ça au niveau, justement, de la forêt, qu'il n'y ait pas juste la forêt, c'est comme dans les municipalités transfrontalières, mais travailler avec les propriétaires et les municipalités, dans le fond, avoir un pourcentage de 30 là, du territoire, par exemple, en milieu forestier, en coin forestier, pour permettre la résilience, justement, là, au changement climatique pour la faune, etc. Oui, parce que, puis, on va espérer aussi, je sais qu'il y a des groupes citoyens, il y a M. Turcotte à Châteauguay qui ne lâche pas la forêt, mais c'est ça, c'est qu'on dirait qu'il ne faut pas genre, jamais arrêter de mettre pression, mais ce serait le fun aussi que les MRC, il y a de quoi dans les urbanistes, de réfléchir, parce que, je veux dire, quand on coupe une forêt ou quand on défait un bout, c'est pas... On revient pas en arrière rapidement, là, une fois que c'est... Fait de dire comme on peut-tu prendre le temps ou on peut-tu mettre des trucs qui sont un peu plus rigides pour justement aider à pas trop dégrader, parce que sinon, justement, refaire une partie de forêt, ça doit prendre des dizaines et des dizaines d'années à revenir à la qualité qu'elle avait. Malheureusement, ça dépend des élus parce que malheureusement, c'est pas souvent les fonctionnaires qui veulent ne pas faire appliquer les... Non, c'est ça. Mais puis, tu sais, j'imagine, puis en même temps, tu sais, je veux pas mettre la pression nécessairement sur le municipal. On dirait que c'est comme tout de revoir. Tu sais, c'est quand je disais des fois, c'est tout s'imbrique dans... C'est autant l'urbanisme, tout ça, mais aussi... Les villes sont comme un peu liées à cause des taxes foncières à développer parce que c'est comme la seule façon de faire de l'argent, mais en même temps, ce serait de revoir tout ça, mais c'est comme c'est un gros projet. Mais ça pourrait être un beau projet de société. Tu sais, des fois, on s'en cherche un. Au Québec, on ne sait pas quoi faire, mais ça pourrait être une belle façon de... On s'attaque à ça, là, tu sais. Oui, puis c'est sûr que, dans le fond, ça serait que le ministère de l'Environnement ait plus de budget. Il n'y a pas d'autre façon parce que là, dans le fond, il y a plein de responsabilités du ministère de l'Environnement qui sont déléguées aux municipalités puis aux MRC qui n'ont pas les compétences puis qui n'ont pas le financement pour le faire, encore moins c'est ça. Que le ministère de l'Environnement. Fait qu'il faut vraiment repenser à cette situation-là. Oui, puis il faudrait que le ministère de l'Environnement soit quasiment tout le temps là dans tous les projets, tu sais.
Oui. Que ce soit pour les routes, les affaires, mais c'est ça. C'est que faut vraiment allumer que il faut penser à ça en premier. C'est pas une nuisance. C'est pas comme OK, on va faire de quoi, on va juste mettre un petit brand vert. On a dit qu'on a fait de Non, mais c'est ça, c'est parce qu'on comprend pas encore de toute évidence quand on pense comme ça que c'est pour notre propre survie exactement, là, à l'humain. Là. Quand on coupe la forêt, ben c'est comme ça sert pour filtrer l'air qu'on respire. L'eau, on la boit. C'est comme... c'est nécessaire pour l'énergie, pour les industries. Quand on va tout l'avoir dégradé... il ne restera plus rien. C'est ça. Fait que c'est bien beau l'économie, mais si on en meurt, ça ne sert pas à grand-chose, l'économie. Non, c'est ça. Écoute, il y a le film Don't Look Up, là, ça me fait penser à ça, là, qui est sorti sur Netflix. Je ne sais pas si tu as vu passer, là, mais avec Leonardo DiCaprio, c'est un peu ça. Il y a une comète ou je sais pas, un astéroïde qui fonce sur la Terre. Puis là, les scientifiques qui font comme Hey, on a trouvé ça s'en vient, il faudrait faire de quoi? Ça fonce sur nous. Puis là, il y a du monde qui vont comme checker puis se rendre compte que ça va amener pour des trillions de minerais, de plein d'affaires. Fait que tout le privé veut sauter là-dessus, mais là, ils font comme oui, mais elle va venir péter la Terre. Oui, mais il y a des trillions d'arbres. C'est un peu ce discours-là qui était un peu subtil. Le monde dit c'est pas subtil, mais je pense que c'est peut-être bon de ne pas être subtil, justement. Là, si les gens n'allument pas, peut-être qu'il faudrait être un petit peu moins subtil avec tout ça. Ouais. Mais on a déjà atteint la fin de la discussion. Ça a été vraiment agréable et je te souhaite une bonne fin de journée. Ben merci, toi aussi.